Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Alors, je vais bientôt laisser la parole, mais je vais juste présenter un petit peu l'équipe. Donc, on a 2 politologues, Christelle et JC, et puis Léa, qui est apologète et qui est aussi la rédactrice en chef de Imago Dei. Et le podcast Sagesse et Morito, si vous n'avez jamais écouté, vous pouvez aller après cette soirée voir ce qu'ils font. C'est un rendez-vous curieux et édifiant, et c'est un peu 3 amis qui discutent, c'est des conversations autour de sujets d'actualité. Et c'est un dialogue pour réfléchir en tant que chrétien, mais aussi personne dans la société engagée. C'est un dialogue de conviction intelligente. On voit se mêler la raison, le sens, la critique, et aussi la spiritualité et la foi. Et donc, leur désir, qui se recoupe bien avec le nôtre à TPSG, c'est de vivre la vocation de façon authentique et libre, et quelles que soient les attentes de notre société. Donc, je vais laisser la parole à Léa maintenant, et puis à bientôt. Merci Sephora. Bonsoir tout le monde. Alors, vous les avez sûrement déjà vus, surtout si vous habitez à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux ou à Nancy, ou que vous voyagez souvent dans des grandes villes, même au-delà de la France, au Portugal, en Espagne, en Turquie, au Royaume-Uni, même jusqu'au Canada. Vous les avez sûrement déjà vus, même si là tout de suite vous y pensez pas, au détour d'une rue, en changeant de trottoir, peut-être même dans un article de presse ou un post Instagram. Vous avez levé la tête et vous avez vu des feuilles blanches, format A4, sur lesquelles sont peintes des grosses lettres noires et mises bout à bout, elles forment des messages. Des messages comme par exemple Marion, 43 ans, tuée par son compagnon. Nathalie, 33 ans, tuée par son ex-conjoint. Emma, 13 ans, tuée par son ex-petite amie. Autant de messages chocs qui sont affichés sur les murs des villes, et donc un peu partout en France, et même en Europe, et même au-delà. Et on appelle ça les collages contre les féminicides. Alors, je ne peux pas vous voir qui acquiescez si effectivement vous les avez déjà vus, mais je vais partir du principe que c'est le cas. Ce collage, du coup, contre les féminicides, c'est un mouvement qui entend lutter contre les féminicides et les violences faites aux femmes. Et si vous les avez vus, peut-être que vous vous êtes demandé d'où ça venait. Et après quelques recherches Google, en fait, on découvre vite que ce mouvement a été initié par Marguerite Stern, qui est une militante féministe et une ex-fémène. Et Marguerite Stern est une représentante de ce qu'on appelle le féminisme radical. Alors, on continue les recherches Google et puis on voit que selon ce courant féministe, le patriarcat, c'est la racine de tous les problèmes. Il faut combattre l'oppression des femmes au bénéfice des hommes. Mais toutes les féministes ne seraient pas d'accord avec cette définition, parce que justement, et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir, il existe plusieurs courants du féminisme. Et ces courants, ils auront des définitions différentes de ce qu'est une femme, un homme, de ce qui est considéré comme le mal à combattre ou le bien à poursuivre. Et donc, on se pose la question, comment comprendre le féminisme ? Alors, dans ce webinaire, on va d'abord retracer l'historique du courant féministe. Après, on réfléchira aux enjeux que ce courant pose pour chacun d'entre nous. Et on verra enfin comment l'apologétique culturelle peut nous aider dans notre vie chrétienne et dans notre témoignage. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à mon collègue Jean-Christophe pour la présentation du courant. Bon, salut tout le monde. Donc, je me demandais, est-ce qu'on n'allait pas prier aussi? Je pense qu'on a sauté la prière, ça se peut-tu? Ah! Donc, je vais juste prier, je vais faire mon tannant. Là, mais... Seigneur, on te remercie pour ce temps, pour tout le monde qui écoute, pour cette manière dont tu nous permets de nous rassembler en tant que chrétiens, comme Église. Vraiment, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu es un bon Dieu, tu as créé
un bon monde, puis tu nous as créés hommes et femmes, puis quand tu nous as créés, tu as dit que tout cela était très bon. Puis par notre rébellion, par notre péché, Seigneur, tout a été entaché, incluant nos relations hommes-femmes, incluant notre culture, notre économie, nos lois. Puis, Seigneur, tu nous rachètes, tu nous transformes, puis tu nous appelles à vivre d'une nouvelle façon. Donc, alors qu'on va étudier le mouvement féministe ce soir, en tant que chrétien, d'une perspective chrétienne, apprends-nous, Seigneur, à vraiment parler, que notre voix soit comme accompagnée de celle, qu'on sache dire les bonnes choses, qu'on sache montrer comment toi, tu réponds aux aspirations les plus profondes des hommes et des femmes, puis comment que l'Évangile, Seigneur, est la réponse et la promesse devant ces tensions-là qui traversent nos sociétés. Donc, en Jésus, je te prie. Amen. Amen. Désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu comprendre mon accent, ça va être long ce soir, mais j'ai vu que dans le chat, il y avait plusieurs personnes de Montréal et du Québec, donc salut tout le monde, mais en particulier à mes concitoyens, je suis content de vous voir. Et donc, voilà, le mouvement féministe, bon, tout d'abord, le défi ici, c'est de faire une présentation généreuse du mouvement, tout en étant critique. Je veux dire, une bonne apologétique, ça passe par là. Si on fait juste une caricature d'un mouvement, ben, les gens vont le ressentir, puis vont simplement pas nous écouter. Donc, une présentation généreuse, c'est-à-dire décrire le mouvement d'une manière où des féministes convaincus pourraient dire oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on le voit, sans reprendre non plus simplement ce que le mouvement dit sur lui-même. Donc, c'est une approche équilibrée, généreuse et critique qui est essentielle à l'apologétique. Un autre défi important par rapport à aujourd'hui, à ce qui nous concerne, au féminisme, c'est de tenter de décrire ou de définir un mouvement qui est quand même assez gros, qui s'articule sur une longue durée dans plusieurs pays et qui conjugue aussi des courants variés et parfois opposés. Donc, c'est pas un cours d'introduction au féminisme sur 15 semaines, c'est pas c'est pas des études supérieures sur le féminisme. On s'attend à ce que dans le format actuel, que bon, on résume ou on simplifie un petit peu, on brosse un aperçu général du mouvement. Donc, oui, il y a une délimitation qui fera jamais plaisir à tout le monde, mais bon, voilà, c'est les contraintes avec lesquelles on est. Dans le cas qui nous concerne, donc, je définirais le féminisme comme un mouvement politique et culturel visant l'égalité des femmes d'abord en termes formels, c'est-à-dire au niveau de la loi, puis fonctionnels, c'est-à-dire en termes économiques, par exemple, puis symboliques, donc au niveau culturel, au niveau de ce que représente l'homme, ce que représente la femme. Bien entendu, le récit qu'on fait du féminisme est généralement très centré sur la culture occidentale et particulièrement la culture anglo-saxonne. Donc, j'ai vu que il y a beaucoup de gens qui nous saluent d'Abidjan, de Drummondville, yes, Drummondville, Québec. J'étais là samedi dernier, vive Drummondville. Donc, oui, c'est ça, il y a différents, des gens de différents pays, bien entendu, beaucoup de discours sur le féminisme, c'est ce qui s'est passé en Occident, en Europe, et en particulier aux États-Unis et en Angleterre. Donc, maintenant, dansons-nous sur le mouvement, mais avant, je fais déjà un détour, vous allez me détester, mais je pense que c'est un détour super important. La mise en contexte est presque plus importante que la matière. Donc, j'ai dit que le féminisme, c'était un mouvement moderne. Et qu'est-ce qu'on entend par moderne? C'est pas juste un mouvement à la mode. C'est un mouvement qui s'inscrit dans une période historique qu'on appelle la modernité, puis qui commence à peu près à partir de la Révolution française. Donc, c'est-à-dire que tous les êtres humains aujourd'hui, nous tous en Occident, on a juste souvenir de la période moderne, puis on peut penser que cet état politique, cette situation-là, elle a toujours existé, mais elle n'a pas toujours existé. Okay? Donc, le féminisme, c'est un mouvement moderne
et qui s'appuie sur et qui opère à partir de présupposés modernes, c'est-à-dire des présupposés qu'on croit universels, c'est-à-dire qu'on croit qu'ils s'appliquent à tout le monde dans tous les pays à travers toutes les époques, mais c'est pas le cas. C'est des présupposés qui s'appliquent à notre culture occidentale, à notre époque. J'appelle donc le féminisme un mouvement moderne vu son insistance sur le concept moderne de droit de l'homme. C'est-à-dire l'idée qu'il existe des droits qui sont universels, universels on va dire qui s'appliquent dans tout l'univers, à tout le monde, à l'ensemble des êtres humains et qui ne dépendent pas de la loi. Au cœur de ces droits se trouve celui de la liberté. Hein? En France, vous avez cette devise liberté, égalité, fraternité. Au Canada, c'est moins excitant. Nous, c'est la paix, l'ordre et la bonne gouvernance. Mais bon, voilà. Cette idée de liberté est au cœur du projet politique moderne, puis au cœur même des mythes qui habitent nos sociétés. Hein? La plupart des mythes centraux de nos sociétés, c'est justement des histoires à propos de la liberté, de la libération. Vous, en France, vous avez justement la Révolution française, la libération. En Amérique, aux États-Unis, c'est la guerre d'indépendance. Donc, c'est comme notre mythe fondateur, c'est un mythe qui parle de liberté. Puis les autres mythes, bon, au Québec, non, malheureusement, on n'est pas encore indépendant. On prend notre temps. Mais voilà, cette quête de la liberté est au cœur de notre projet politique, puis de notre culture aussi. Donc, quand on pense aux grands mouvements sociaux, quand on pense à Martin Luther King ou aux droits civiques, c'est encore une fois, ça s'inscrit dans ce récit répété d'un groupe opprimé qui recherche justement son indépendance, sa liberté. Une liberté qui s'exprime en termes politiques, par exemple l'abolition de l'esclavage, mais aussi en termes économiques et culturels, donc les droits de mobilité, les lois sur le divorce qui se sont libéralisées, par exemple, qui s'articulent à partir de cet impératif de liberté-là, liberté de religion, liberté de conscience. Donc, ce régime est appelé libéral, c'est-à-dire que la finalité de l'État moderne, c'est la préservation de ces droits-là, ces droits humains, et non seulement leur préservation à l'intérieur de nos pays, mais leur promotion dans la société et dans le monde. Donc, de la même manière que l'abolition de l'esclavage fut à partir des années 1830, une partie intégrale de la politique étrangère britannique. Donc, quand les Britanniques gagnaient une guerre ou contre un autre pays, souvent dans le traité de paix, il y avait comme condition l'abolition de l'esclavage dans ce pays-là. De la même manière, aujourd'hui, nos politiques occidentales par rapport à l'aide internationale appuient justement ce projet de libéralisme. Maintenant, c'est plus au niveau, par exemple, de libéralisme en matière sexuelle. Et donc, il faut comprendre, nous, on est comme un poisson dans l'eau, on pense que ça a toujours existé, mais il faut comprendre que cette notion-là de droit humain est quelque chose d'assez récent, même si on en a des traces dans l'Antiquité. Un philosophe super important qui s'appelle Alasdair MacIntyre, qui a écrit le livre Après la vertu, souligne que le terme de droit, le concept de droit, l'expression même de droit n'existait pas avant la fin du Moyen Âge. Puis que ces droits naturels-là sont une croyance qu'on ne peut démontrer. De la même manière qu'on croit dans les licornes, on croit dans les droits de l'homme. C'est un débat que j'avais avec une amie justement qui est pas chrétienne, mais je lui expliquais que cette idée-là que les hommes ont des droits, que les femmes ont des droits, que tous ont des droits, c'est un pas de foi. C'est une religion, en quelque part, ou c'est un article de foi. Si tu prends un être humain, puis tu le coupes en deux, puis tu fouilles dans ses organes ou quoi que ce soit, tu vas pas trouver de droit. Ces droits-là sont une fiction. C'est pas parce que c'est une fiction qu'ils n'existent pas. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on n'est pas capable de les prouver qu'ils n'existent pas, mais en même temps, ça fait qu'on n'est pas capable d'avoir un débat rationnel et normal sur ces droits-là. Les philosophes du 18e siècle ont essayé d'éviter le problème, puis quand on regarde la déclaration d'indépendance américaine, par exemple, on va dire « Nous croyons que ces vérités sont évidentes d'elles-mêmes », mais on sait formellement en philosophie qu'il n'y a pas de vérité évidente d'elle-même.
jusqu'à la Déclaration des Nations Unies en 1949, qui finalement évite le problème simplement en cherchant même pas à justifier l'idée de droits de l'homme. C'est comme s'il y a des droits de l'homme, c'est ça, on y croit, c'est un consensus social, mais bon, d'où ça vient? D'où ça vient cette idée-là que tous les êtres humains ont des droits? Ben, ça vient de la foi chrétienne, ça vient du concept d'imago Dei. Certainement, on va en parler plus loin. Mais le point où je veux en venir, c'est qu'on ne peut pas rationnellement démontrer on ne peut pas démontrer un droit rationnellement. C'est ultimement un acte de foi. Et donc, MacIntyre va dire que si on ne peut pas discuter rationnellement de droit et que c'est un acte de foi, ben la protestation, la manifestation devient une caractéristique morale qui vient à définir la modernité. C'est-à-dire, on parlait des droits civiques américains, Martin Luther King, ben, c'est la manifestation, c'est la marche, c'est la revendication qui devient le paradigme politique par excellence. Et de la même manière pour le féminisme, que ce soit les femmes auxquelles Léa faisait référence tout à l'heure, ou les suffragettes quelques années plus tôt, cette protestation-là devient la manière dont on parle de droit, et c'est comme ça que notre société, on va dire, évolue, entre guillemets, mais cette transformation du régime légal se fait à travers donc des groupes qui vont réclamer un droit. Mais comme on ne peut pas discuter de droit de manière rationnelle, ben, ces groupes-là parlent à eux-mêmes. Donc, il n'y a jamais comme un débat qui est gagné. Donc, une manifestation, prenons par exemple les gens qui ont lancé de la soupe sur les tableaux. Dernièrement, là, il y a eu quelques attentats dans des musées où des activistes écologistes vont refaire des revendications. Ben, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, donc il n'y a pas un échange rationnel qui dit oui, on va prendre telle mesure politique, on ne va pas prendre telle mesure politique. Donc, ceux qui protestent s'encouragent les uns les autres, puis ceux qui condamnent, ben, parlent entre eux aussi. Puis finalement, ce qui se passe, ben, c'est qu'il y a comme un mouvement de revendication, puis de répression, puis de revendication, puis de répression, qui, à un moment donné, à la longue, va déplacer l'opinion publique, qui va déplacer nos lois, le cadre légal qui encadre tout ça. Et donc, il y a comme un genre de guerre ou de dialogue de sourds qui se fait. Et donc, à travers ces vagues, puis ces contre-courants, ben, il y a le développement de ces mouvements-là. C'est une dynamique qui est vraie quand on pense à la Révolution française, par exemple. Ben, les abus de la royauté ont mené à la Révolution, qui ont mené au coup d'État du 18 Brumaire, puis ainsi de suite. Là, vous êtes à votre quoi? 4e, 5e, 6e République? 5e, hein? 5e, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et c'est la même chose pour le féminisme, à quelque part. C'est un mouvement qu'on décrit à travers des vagues. Et donc, il y a eu plusieurs vagues. Quand on parle du féminisme, il faut parler des féminismes, il faut parler de différentes vagues du féminisme. Et c'est pas tout le monde qui participe à toutes les vagues. C'est pas parce qu'une vague est terminée techniquement au niveau historique qu'il n'y a pas des féministes qui se rattachent aux revendications de la première vague ou des deux premières vagues, mais qui ne se reconnaissent pas nécessairement aux revendications des troisième ou quatrième vagues. Donc, je vais juste brosser un tableau global maintenant des 4 grandes vagues du féminisme pour essayer de comprendre ce courant de revendication moderne. Donc, il faut garder ça en tête, c'est un mouvement qui revendique des droits, puis des droits qui sont, à quelque part, un mouvement de foi. Et donc, je résume les 4 vagues. Les 4 vagues, la première recherche l'égalité formelle et légale. La seconde vague recherche l'égalité économique et culturelle. La troisième vague marque le courant, le tournant postmoderne. Donc là, il y a une déconstruction de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Puis la quatrième vague, s'il y a quatrième vague, là, c'est débattu. Ben, c'est l'aboutissement de cette déconstruction-là, puis on est dans l'abstraction de ce que c'est une femme. Donc, la première vague, celle que je pense qu'on apprend à l'école, qu'on connaît tous, la recherche de l'égalité formelle.
Il y a Olympe de Gouges, que vous connaissez peut-être, qui est une révolutionnaire française, qui a fameusement dit « Si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. » Et elle y monta, elle fut guillotinée en 1793. Donc, elle n'a pas pu monter à la tribune, c'est-à-dire la tribune parlementaire à l'Assemblée nationale, mais elle revendiquait déjà, dès la Révolution française, ce droit-là aux femmes de voter puis d'être représentées. C'est tout le temps une tension, c'est très ironique au niveau de la modernité, où alors qu'on voit la Révolution française, des gens réclamer des droits de l'homme à tous les citoyens, mais qui en même temps ignorent la moitié des citoyennes féminines, de la même manière que la Déclaration d'indépendance américaine, qui déclare que tous les êtres humains sont doués, reçoivent par leur créateur les droits à la liberté, la recherche du bonheur, possèdent des esclaves, puis signent cette déclaration-là sans trop se remettre en question. Comme quoi, la pratique chrétienne de l'introspection, de la repentance, est une pratique qui est vraiment nécessaire et que, historiquement, malheureusement, on a trop souvent ignoré. Donc, la première vague porte donc sur des revendications concrètes, sur des inégalités, principalement dans la loi, notamment en ce qui a trait au droit de vote. Donc, on associe la première vague en particulier au mouvement des suffragettes, c'est-à-dire ces femmes qui demandaient que le suffrage soit étendu, non seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Il faut se souvenir que tout au cours du 19e siècle, le droit de vote était limité à certains hommes propriétaires terriens ou fortunés, puis à un moment donné à tous les hommes majeurs, puis finalement à certaines femmes, dont celles dont leur mari était à la guerre, jusqu'à ce que le suffrage soit devenu universel, c'est-à-dire que les femmes puissent profiter du droit de vote. Donc, dès la première vague, le féminisme s'articule en opposant l'homme à la femme. Si la femme revendique ses droits dans certains discours, c'est parce que l'homme les lui a refusés. La déclaration de Seneca Falls, qui est une ville aux États-Unis, qui est un moment historique dans cette première vague, fait ainsi une liste des injustices que l'homme a commises à l'égard de la femme. Par exemple, il l'a rendu à l'égard de la loi morte si elle est mariée, où on l'a forcée à être soumise à des lois dont elle n'a eu aucune voix dans leur formation. La première vague va se terminer suite à l'égalisation entre l'homme et la femme à l'égard de la loi. Donc, la revendication principale à l'égard du droit de vote est accordée, mais il y a aussi des amendements qui vont suivre. Je veux dire, à partir du moment où tu as des femmes au Parlement, puis des femmes qui votent, là, tout d'un coup, les policiers sont peut-être un peu plus intéressés par l'opinion des électrices et les revendications des électrices. Puis on va voir une transformation des lois, du cadre légal qui encadre les mariages, les rapports hommes-femmes. Au Canada, je pense que c'est seulement dans les années 60 que la femme est devenue une personne légale, donc la femme mariée. Puis, apparemment, dans ma famille, mon grand-père était très offusqué le jour où il a appris que sa femme était une personne légale, c'est-à-dire aussi capable de signer des contrats ou contracter des dettes sans son accord à lui. Donc, ça peut sembler bien loin, mais les années 60, il n'y a pas si longtemps que ça, à quelque part. Donc, des lois qui changent la question du droit de propriété, de l'indépendance de la femme en tant que personne légale, du droit au divorce, puis du divorce qu'on appelle no fault ici, donc pas simplement le divorce s'il y a des raisons qui sont prouvées en cours, mais simplement un divorce par volonté de la femme. Encore une fois, c'est une esquisse très grossière, on pourrait aller plus loin. Et donc, cette période-là va commencer vers le milieu du 19e siècle, puis se terminer dans les années 20, 30. Au Québec, je pense que c'est en 42 que les femmes ont le droit de vote. Je ne sais pas exactement c'est quand en France, si c'est avant ou après. C'est la Suisse, les premiers ou les derniers, mais en tout cas, ça a été long dans certains pays quand même. Donc, la deuxième vague, c'est la recherche de l'égalité économique puis culturelle. La deuxième vague du féminisme, qui a lieu grosso modo des années 60 aux 80, va transposer les revendications féministes du champ légal au champ économique et culturel. C'est une vague qui est influencée par des penseurs tels que
Simone de Beauvoir et Betty Friedan, qui critiquent la position de subordination culturelle et économique des femmes. Par exemple, on remet en question cette idée-là que les femmes soient culturellement vouées à une vocation de maternité et de domesticité. C'est-à-dire que si la loi impose pas aux femmes d'être mères au foyer, à quelque part, il y a des institutions culturelles qui vont faire en sorte que si la femme est mère au foyer, puis elle n'a pas été étudiée, puis elle n'a pas de moyens de subvenir économiquement à ses propres besoins, à quelque part, même si légalement, la femme est égale en termes de droits, en termes légaux, ces droits-là, cette égalité se manifeste plus difficilement s'il y a une inégalité économique, puis il y a des inégalités aussi culturelles. Si c'est attendu, par exemple, qu'une femme, pour le même travail qu'un homme, gagne moins d'argent parce que on s'attend, l'homme doit prendre soin de sa femme et de ses enfants, fait qu'à quelque part, il faut le payer plus, mais cette jeune femme célibataire, pourquoi la payer ou de la même manière qu'un homme. Donc, il y a beaucoup de revendications au cours de la deuxième vague. Ces revendications-là, donc, se situent vraiment au niveau économique et culturel. Les droits par rapport, donc, justement, l'équité salariale qui va être une longue lutte. Donc, c'est-à-dire ce droit aux femmes de faire le même salaire pour le même travail, puis s'assurer d'avoir des mesures de renforcement, donc que l'État s'assure que les compagnies, que l'entreprise privée respectent ce principe d'équité salariale. Puis des droits aussi, culturels. On va changer les mœurs par rapport à ce qui est approprié en termes de rapport homme-femme. Donc, les mœurs vont changer, des comportements qui auparavant étaient considérés normaux vont être aujourd'hui considérés comme de l'harcèlement sexuel, complètement déplacés. Mais ça, c'est au cours de la deuxième vague du féminisme que qui se fait, non pas simplement au niveau de la loi, mais beaucoup au niveau de l'économie et de la culture, que ces changements-là vont être faits. C'est très important de noter. Puis ça, c'est quelque chose qui, dans les discours, c'est pris pour acquis, mais c'est très important de noter que cette deuxième vague-là correspond aussi à ce que j'appellerais entre guillemets une libération biologique. Libération biologique. Je le dis entre guillemets parce que comme chrétiens, nous, on croit qu'il y a un ordre providentiel dans ce que le Seigneur a créé. Donc, si le Seigneur nous a créés hommes et femmes, quelque part, il devait savoir qu'est-ce qu'il faisait. On n'essaye pas de se libérer de notre corps. Mais il y a des progrès technologiques, notamment la pilule contraceptive et l'avortement qui devient comme une deuxième ligne dans la pensée des gens qui libère à quelque part la femme, libère, je le dis encore une fois entre guillemets, mais dans le discours, c'est vu comme une libération, donc qui libère la femme de sa propre biologie. Donc, à quelque part, des contraintes liées à avoir des enfants, à les porter, à les allaiter, à les éduquer, c'est moins en moins quelque chose qui est, nécessairement lié à la condition féminine. Exactement. Christelle, il est là, il est comme dans une partie de mon cerveau. Merci, Christelle. C'est ça. Comme qui dit. et donc, la libération de ces contraintes-là sont associées à une plus grande liberté économique. Donc, on comprend la contraception comme une possibilité pour la femme de aller étudier plus longtemps, de commencer sa carrière dans la vingtaine, donc il y a comme une tension entre cette libération de la biologie ou de certaines contraintes biologiques qui va se traduire dans une plus grande liberté économique, notamment au niveau du travail. Et donc, c'est important de souligner le lien entre la libération des contraintes technologiques permises par la technique et cette deuxième vague-là. On prend souvent pour acquis ces technologies, puis on a tendance à critiquer la culture puis le droit traditionnel en imaginant ces techniques-là comme accessibles de tout temps. Cette idée-là de dire que je peux être marié puis passer ma vingtaine au complet sans avoir d'enfants,
même si je me force, c'est pas si évident. Au Québec, on a nos histoires. Comment dire? Juste l'expression de certains rôles féminins et masculins dans la culture, il faut comprendre qu'ils sont pas... qui sont liés aux contraintes biologiques de ce que c'est être homme et femme. Au Québec, au 19e siècle, par exemple, les hommes, c'était eux qui faisaient le commerce, c'était eux les bûcherons dans le monde rural. L'hiver, les hommes partaient de la ferme pour aller dans le bois, dans le nord, puis travailler pendant 3 ou 4 mois à couper des arbres. Mais à quelque part, les femmes qui étaient en train d'allaiter, qui avaient 6 enfants à la maison, mais c'était normal qu'elles ne se déplacent pas dans les camps de bûcherons. C'était normal que ce soit les hommes qui le fassent, mais c'était pas nécessairement une conspiration patriarcale pour que les hommes coupent du bois puis que les femmes cuisinent de la soupe au pois. C'était, en fait, à travers une plus grande partie de l'histoire, notre manière de dealer avec ces contraintes biologiques-là, avec notre féminité puis notre masculinité, à travers une forme d'alliance aussi. Et donc, c'est important de comprendre, je fais juste cette parenthèse-là, mais juste pour comprendre que les transformations technologiques ont un effet sur nos rapports culturels puis économiques. Je ne suis pas en train de poser un jugement sur la contraception ou quoi que ce soit. Quoique sur l'avortement, très certainement, je pose un jugement chrétien là-dessus. Mais je veux dire, c'est juste important de comprendre que cette situation-là, c'était pas la même il y a 50 ans, il y a 60 ans. La troisième vague du féminisme va commencer dans les années 1990. Et c'est là qu'on va tomber dans ce que j'appelle le virage post-structuraliste. Et ça, ce virage-là, on le voit dans le féminisme, mais on le voit dans plein de mouvements en même temps. Puis, dans notre prochaine saison de Sagesse et Mojito, on va en parler un petit peu. Dans les médias, vous entendez parler de wokisme. Certains entendent parler de néo-marxisme culturel ou quoi que ce soit. Mais il y a vraiment, comme dans le mouvement féministe, l'introduction de nouvelles idées. Ce qui va être critiqué, d'abord, la troisième vague va critiquer les 2 premières vagues comme un mouvement de femmes blanches hétérosexuelles de la classe moyenne. Donc, c'est des préoccupations, on va dire, c'est des préoccupations qui ne sont pas simplement liées à la féminité, mais qui sont liées à un certain type de femmes. Et c'est important d'écouter les voix d'autres femmes qui sont non seulement discriminées en tant que femmes, mais qui sont discriminées comme à cause de d'autres raisons, par exemple la couleur de leur peau ou leur orientation sexuelle. C'est là qu'on parle du terme d'intersectionnalité. C'est comme imaginer le diagramme de Venn, puis là, tu as un diagramme de Venn de la domination. Ben là, tu peux être dominé en tant que femme, mais aussi dominé en tant que femme qui est une minorité visible avec un handicap, qui est avec... Et donc, ces intersections-là deviennent des lieux de savoir, des lieux d'expérience vécue qui doivent être partagés puis écoutés. C'est aussi important de comprendre que dans la conception, il y a une introduction de certains concepts marxistes et pas structuralistes. Donc, on va mettre un gros accent sur, même si Simone de Beauvoir se situe plus dans la deuxième vague, sur cette idée-là que la féminité, c'est quelque chose qui est construit, qui est une construction humaine. Donc, on se dégage un petit peu de la biologie, puis on va dire on ne naît pas une femme, on le devient. Et donc, puis on va dire, c'est construit par qui? Par un discours de qui? Le discours des classes dominantes. Et c'est qui les classes dominantes? C'est le mâle blanc hétérosexuel qui cherche à renforcer sa domination sur la société. Donc, c'est ça qu'on entend par patriarcat dans la troisième vague du féminisme. Et donc, ça va être caractérisé par l'introduction de la pensée marxiste post-structuraliste. Et c'est beaucoup la préoccupation il va y avoir beaucoup d'autrices non hétérosexuelles qui vont intégrer, donc aussi d'autres concepts, par exemple de la pensée queer. Et en tout cas, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans en détail aujourd'hui. Moi, je dirais comme critique qu'il y a comme un virage, comment je le décrirais en termes théologiques, c'est qu'il y a un virage gnostique. C'est-à-dire que si on parlait de grandes catégories hommes, femmes dans les 2 premiers mouvements, à partir du 3e mouvement, il y a cette idée-là de dire non, il y a un savoir caché
qui appartient à la femme, qui appartient à certains types de femmes, qui sont inaccessibles aux autres, puis qui doivent être accédées à travers une certaine forme de rituel. Donc, la question de la quatrième vague, je vais terminer ici, j'ai déjà pris beaucoup de temps. L'existence ou non d'une quatrième vague est débattue, puis c'est effectivement très difficile d'écrire l'histoire quand on est dedans. Le fait que certains développements qui sont la conséquence de la déconstruction de la féminité opérés par la troisième vague sont aujourd'hui manifestes. La question est à savoir, est-ce qu'il s'agit d'une vague distincte de la troisième? C'est controversé. Personnellement, je pense qu'on est dans la même vague que la troisième. On est juste au bout de la vague, puis peut-être on commence à sentir un ressac. Bon, certains des développements récents qu'on associe à la quatrième vague, comme le mouvement MeToo ou Balance ton port en France, font partie de revendications culturelles qui existaient déjà dans la deuxième vague. Puis c'est normal que ces revendications-là soient réaffirmées. Mais maintenant, qu'est-ce qui est particulier, où est-ce qu'on est dans le mouvement féministe aujourd'hui? C'est que cette idée-là de la femme comme une construction sociale s'est rendu à son paroxysme, au point où aujourd'hui, on ne peut plus répondre à la question « Qu'est-ce qu'une femme? » Peut-être que vous avez entendu parler de ce film-là, documentaire qui a eu lieu aux États-Unis, mais ou de cette question-là qu'on a posée, en fait, à une candidate qui est devenue juge de la Cour suprême américaine. Pendant son entrevue devant le Sénat, on lui dit « Qu'est-ce qu'une femme? » Elle dit, je ne peux pas répondre à cette question-là, je ne suis pas biologiste. Et donc, cette idée-là, et avec le mouvement trans, on dit, est femme qui s'identifie comme femme. Et donc, certaines féministes qui vont dire, nous, on s'est battus pour avoir nos espaces, pour avoir nos catégories sportives, on voit ces espaces-là qui sont envahis, entre guillemets, par des trans. Ces femmes-là vont être décrites comme des TERFs, T-E-R-F, donc des Trans Exclusionary Radical Feminists. Et donc, on voit dans cette quatrième vague-là un genre de cassure qui est en train de s'opérer devant nos yeux. Puis, le Seigneur va vous nous montrer qu'est-ce qui va venir à partir de ce moment-là, mais on ne sait pas. Il y a vraiment une division dans le mouvement féministe aujourd'hui autour de ces questions-là, notamment en particulier autour de cette question de transgenrisme, qui est l'aboutissement de cette idée-là que la femme, c'est une idée construite. C'est pas une réalité biologique, mais une réalité construite. Si on pousse cette idée-là jusqu'au bout, je peux être une femme. Voilà, donc c'est ma partie. Christelle, maintenant, je vais passer la main à Christelle, qui va nous parler de la problématisation du courant. Merci Jean-Christophe. Oui, vous l'avez entendu, ce parcours, ce survol historique de ce que c'est le féminisme, et vous avez aussi compris pourquoi on utilise aussi féminisme au pluriel et pas simplement au singulier, parce qu'il y a plusieurs approches de ce que c'est que ce mouvement social, plusieurs types d'opinions et plusieurs courants qui s'entremêlent et parfois s'entrechoquent et parfois s'entre-déchirent. On arrive maintenant dans l'évolution de ce phénomène à une période où les tensions entre les points de vue féministes sont de plus en plus visibles, sont de plus en plus palpables. Alors, Jean-Christophe, Léa et moi, dans le podcast Sagesse et Morito, ce qu'on aime bien faire, c'est prendre de la hauteur. Et vous l'avez entendu, là, dans ce descriptif historique, il n'y a pas que l'histoire du phénomène social, il y a aussi toute une foule d'idées, de façons de concevoir ce que c'est le monde, ce que c'est le bien et le mal, ce que c'est le droit, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, ce que c'est que l'obligation de l'État vis-à-vis des individus, ce que c'est que la liberté. Et tout ça, ça a l'air d'être des idées abstraites, mais vous l'avez compris, ça se traduit dans la réalité de notre façon de vivre, notre façon d'interagir les uns avec les autres, notre façon de nous comprendre nous-mêmes, et notre perception, notre façon d'envisager les choses les plus fondamentales dans notre vie. Et il y a une expression pour désigner ça, on parle de vision du monde ou de conception du monde. Et la vision du monde, c'est ce système de croyances, de présuppositions, de convictions et de valeurs qui vont former la façon dont on aborde la réalité du monde qui nous entoure.
et qui vont ensuite avoir une influence sur notre comportement. Donc, on a pris de la hauteur. Alors, on va commencer maintenant à atterrir, mais pas seulement atterrir, on va entrer dans la profondeur maintenant, puisque l'idée, c'est une fois qu'on a constaté ce que c'est que ce phénomène social qu'est le féminisme, avec ses dimensions idéologiques, l'idée, c'est de se poser la question, mais en fait, en tant qu'observateur et en tant que chrétien, quelles sont les choses qu'on peut observer, affirmer, critiquer, voir qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant, qu'est-ce qu'il y a de stimulant dans ce mouvement social. Il ne suffit pas de dire le féminisme c'est bien ou le féminisme c'est mal. Je pense que c'est plus compliqué que ça et que en réalité, un mouvement social comme le féminisme, en même temps que d'autres, dont on va parler dans les mois qui viennent, nous pose plutôt la question de ce que nous pouvons en apprendre et de notre rapport par rapport à ces idéologies. Je voudrais retirer 4 formes d'apprentissage qui sont importantes pour nous, non pas simplement par rapport à notre engagement contre ou pour le féminisme ou quoi que ce soit, mais notre façon de nous voir nous-mêmes. Et puis, je vais, après ça, parler un petit peu de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est la question de la vision du monde, comment les idées, en fait, elles ont une traduction concrète et c'est important pour notre façon de vivre, notre vie, notre marche de disciple, si nous sommes chrétiens. Le premier apprentissage que nous fait le féminisme, c'est que le féminisme nous rappelle que nous sommes des êtres sexués. Sexué, c'est-à-dire qu'on a un sexe. Je ne parle pas de l'organe génital, mais de fait qu'on est N-A-I-T et on est E-S-T, c'est-à-dire dans notre essence, homme ou femme. Et le fait d'être homme ou femme fait partie de notre identité fondamentale d'être humain. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'ignorer. Et je pense qu'on perdrait trop à considérer que le sexe, le fait d'être homme ou femme n'a pas d'importance. Une réaction qu'on pourrait avoir, c'est de dire homme ou femme, peu importe. Si, ça importe. On est soit homme ou femme. Et ça se vérifie sur le plan social, puisque notre façon d'observer les hommes et les femmes, c'est aussi par les rôles sociaux, mais ça s'observe par la biologie. Physiquement, biologiquement, sur le plan chromosomique, les femmes et les hommes sont différents les uns des autres. Et ils se perçoivent eux-mêmes différemment l'un de l'autre. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Et ça m'amène à mon deuxième point. C'est que le féminisme, donc premièrement, par rapport à l'identité, nous rappelle que nous sommes des êtres sexués. Puis deuxièmement, le féminisme nous rappelle que nous sommes des êtres profondément relationnels, qui vivent en relation les uns avec les autres. L'humanité ne peut pas vraiment être complète, ni se comprendre sans ce rapport entre hommes et femmes. J'irai même plus loin, je dirais, l'humanité ne peut pas vraiment être complète, ni se comprendre sans les femmes. Mais en même temps, les femmes ne peuvent pas vraiment comprendre leur identité sans la définir en rapport avec les hommes. Je ne suis pas en train de dire que l'essentiel et la totalité de l'identité des femmes et des hommes se définit par rapport au sexe opposé, mais la conception même du fait d'être homme ou femme se fait en rapport, en relation avec ce que n'est pas la femme, ce que n'est pas l'homme. Il y a une question de vis-à-vis. Et ça nous pose la question du coup, quelle est la relation qui existe entre les hommes et les femmes? Est-ce que c'est une relation de conflit? Est-ce que c'est une relation de domination? Est-ce que c'est une relation de soutien? Les hommes et les femmes ont une identité partagée mais différenciée. Et donc, il existe une tension entre hommes et femmes parce que nous sommes pareils, mais nous sommes différents. Et pour comprendre ça, la Bible nous aide à donner du sens, à saisir le sens de cette différence. Juste une évocation. Le 2e chapitre de la Bible. Genèse 2, Dieu
décide de créer un nouvel être après Adam, qui s'appelle en hébreu Ezer Negedo. Et c'est une expression qui n'est pas très facile à traduire. Mais cet être qui est créé pour que la personne humaine puisse avoir un vis-à-vis qui lui corresponde et soit capable de le secourir. On parle là vraiment de la relation spéciale que l'être humain peut avoir avec un autre. Ce n'est pas le reste des animaux que Adam va nommer, c'est un autre qui est spécial. Et ce n'est que quand la femme est créée que l'humain, désormais différencié, puisqu'il a maintenant une différence entre homme et femme, de la femme, se comprend. Ce n'est que quand la femme est créée que l'homme se comprend comme homme. Tu es Isha, car tu as été tiré de l'homme. Ish, c'est le terme hébreu. C'est pas la réaction de Ève quand elle a vu Adam, non? C'est ça, c'est... Alors, parfois on rigole, et puis je ne sais pas s'il y a des Camerounais qui nous écoutent, mais Ish, c'est une interjection quand on est dégoûté, en fait. Ouais, au Québec aussi, c'est ça. Ah ben voilà. mais en hébreu, ça veut juste dire homme ou femme. Et le masculin et le féminin prennent leur sens quand ils sont face l'un à l'autre. Donc, nous sommes des êtres sexués, identité, nous sommes des êtres relationnels, relations. Et puis, troisièmement, une chose que nous apprend le féminisme, c'est que parce que c'est un mouvement social qui est animé par des militantes et des militants, qui consacrent une bonne part de leur vie, de leurs émotions, de leurs pensées. Vous avez peut-être des amis ou des collègues ou des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux qui s'identifient comme féministes et qui vont souvent en parler, promouvoir ce système d'idées. Il y a un risque. Et ce risque, c'est le risque que j'appelle le risque de la monomanie. Le risque de la vision unidimensionnelle. Le risque, c'est de voir l'entièreté de la réalité comme dépendant d'un seul facteur, ici, le rapport de domination qui existerait des hommes par rapport aux femmes. Et je veux mentionner ça parce que ça s'applique au féminisme, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. Plein de valeurs qui sont même bonnes. On peut devenir tellement passionné par des valeurs ou des combats ou des causes qu'il en résulte une sorte d'aveuglement. On ne voit plus que ça, et il n'y a plus que ça qui va interpréter la réalité autour de nous. Et ça, c'est dangereux, parce que ça fausse notre compréhension du monde, parce que le monde ne dépend pas d'une seule variable, le monde est compliqué, le monde est complexe. Dieu a créé une variété, une diversité dans l'univers, mais aussi parce que ça rend difficile, voire ça stoppe le dialogue. Je me souviens dans mes efforts, il y a des années de plaidoyer politique, d'un rendez-vous qui était un des rendez-vous les plus pénibles et les plus ardus que j'ai eu avec un militant d'une association LGBT. Et moi, représentant d'une association chrétienne, on était en train de discuter d'un projet de loi, en fait. Et je me suis rendu compte, après 2 heures et demie de discussions très musclées, on dira, sur nos points de vue qui sont différents, mais qui, j'imaginais, incluaient quand même des points communs, que j'avais en face de moi une personne qui ne voyait que sa cause, que son combat, que ce pourquoi il luttait. Et donc, c'était impossible de tisser des liens. Donc, pour vous, que vous vous considériez comme féministe ou pas, ou que vous ayez des collègues ou des amis qui le sont, posez-vous la question. Est-ce que je suis omnubilé, monomaniaque, c'est un peu péjoratif comme terme, hein, est-ce que ce pourquoi je me bats m'aveugle? Et puis, quatrième point, quatrième leçon du féminisme, c'est que le féminisme nous parle de l'influence de la société sur notre identité et nos relations. Et ça, Jean-Christophe en a parlé. Il a parlé notamment de l'influence de la contraception, de l'avortement, des changements
révolutionnaires que cette technologie, cette technique, ont eu sur notre façon de vivre en société. C'est pas un hasard si le féminisme a commencé à émerger véritablement au 19e siècle. Parce que le 19e siècle, c'est aussi la période de l'industrialisation généralisée en Occident. Et l'industrialisation a changé nos modes de vie, notre façon de comprendre la famille comme une cellule avec un papa, une maman et des enfants dans le monde occidental. C'était une nouveauté qui était le résultat de l'industrialisation. Les conditions matérielles de vie ont été transformées, l'éducation s'est démocratisée pour les femmes, et on a eu une transition vers une économie qui dépendait de moins en moins de la force physique des hommes, par exemple. Et tout ça, ça a eu une influence sur la façon dont on a envisagé les rôles sociaux des hommes et des femmes. Et donc, tout ça nous apprend que notre façon de vivre notre vie, elle a une influence sur notre façon de voir le monde. Et j'en viens à ce terme que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est celui de la vision du monde. Et on reviendra beaucoup dessus dans les mois qui viennent, dans ce webinaire, parce que c'est vraiment essentiel à comprendre comme idée. Donc j'ai évoqué ce que c'est que la vision du monde, c'est une approche. Alors il y a un auteur américain qui s'appelle Ted Turnow, qui a utilisé comme l'illustration de l'arbre. J'ai un arbre ici en métal derrière moi. Et cette image vient de ce que Jésus dit en Luc 6. Jésus dit « Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines, et on ne récolte pas du raisin sur des ronces. Celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Qu'est-ce que fait Jésus dans cette illustration, cette métaphore, cette idée? Il dit qu'il y a une connexion entre nos convictions profondes et la façon dont on vit, la façon dont on parle, la façon dont on agit dans le monde. Et cela nous enseigne que les idées ont des conséquences dans la vraie vie. Et ça nous pose la question en tant que chrétiens. Quelles sont nos convictions les plus profondes? Et est-ce que dans ma marche à la suite de Jésus, je laisse les conditions environnementales qui permettent à cet arbre de grandir, l'arbre de ma vision du monde? Est-ce que je laisse les conditions principales être l'enseignement de Jésus? Ou est-ce que d'autres philosophies de vie vont influencer la croissance de cet arbre? Et donc influencer le type de fruits que va donner cet arbre? Est-ce que ce seront de bons fruits, sucrés, beaux, succulents? Ou est-ce que ce sont des fruits chétifs, malades, indésirables? Donc voilà, ce qui fonde notre vie, nos convictions, notre vision du monde, c'est cela qui doit se traduire dans notre façon de vivre. Et puis j'aimerais passer la parole à Léa pour aller plus loin justement dans cette interrogation de ce que c'est que, comment en tant que chrétien, on peut réagir à d'autres philosophies de vie que nous croisons, telles que le féminisme. Donc, merci beaucoup, chers collègues. Pour reprendre un petit peu cette métaphore, on a pris de la hauteur et on a cherché à voir un petit peu l'historique des les différentes vagues, les différents moments historiques du féminisme. Puis, on a commencé à atterrir et on est allé vraiment en profondeur avec la notion de vision du monde, avec cette réflexion sur comment les courants de pensée qui nous traversent nous impactent. Et on commence à se poser la question, mais comment est-ce que le christianisme, qui est notre foi, peut nous faire du coup réagir à ces courants qui nous entourent, et notamment le féminisme. L'historien Tom Holland, qui a écrit « Les chrétiens, comment ils ont changé de monde », il a une thèse qui est celle-ci. Notre monde actuel et ses courants de pensée majoritaires, notamment, comme on vient de le voir ce soir, le féminisme, découlent en fait du christianisme et de l'enseignement de Jésus. Dans les revendications profondes de notre culture, on décèle les fondements de l'Évangile.
Et ça, c'est une clé apologétique avec laquelle on voudrait vous laisser ce soir et que je vais essayer d'un tout petit peu décrypter un petit peu en conclusion de ce soir pour l'appliquer au féminisme. Parce que pour revenir un petit peu à ce qui a été dit précédemment, il s'agit pas juste de voir quelque chose qui se passe dans notre culture et de dire ah bah si c'est pas l'évangile texto verbatim, c'est forcément mauvais ou c'est forcément dangereux ou ça me met en danger dans ma propre vision du monde. Ce qu'on essaye de vous proposer ce soir avec l'équipe, c'est de voir les choses dans le sens inverse et de se dire en fait comment est-ce que ce courant vient du christianisme dans ses aspirations les plus profondes. Parce que si on a une racine en commun, alors on va pouvoir aller peut-être partager les fruits et en faire une bonne salade, ou en tout cas avoir de belles conversations beaucoup plus profondes qu'une simple confrontation. Alors, comment retrouver dans le féminisme les profondes vérités chrétiennes ? Un outil qu'on a essayé de développer avec JC et Christelle, c'est celui de la grille apologétique. Une grille apologétique qu'on pourrait essayer d'appliquer à chaque grand courant de pensée majoritaire dans notre culture, et donc ce soir au féminisme. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne cette grille, vous dire comment est-ce que nous, on l'a abordée, mais surtout, je vous invite, si vous avez de quoi noter, à faire l'exercice vous-même pour la compléter et voir un petit peu ce que ça peut donner comme fruit. C'est imaginer un tableau avec 4 colonnes. La première colonne, c'est la problématique de départ. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème qui va être commun au féminisme, mais à peut-être d'autres courants de notre culture et au christianisme ? Le problème que met en valeur le féminisme et qui peut se retrouver porté par d'autres voix. Ensuite, deuxième colonne, quelle est l'affirmation que l'on peut faire en tant que chrétien par grâce commune, en reconnaissant qu'effectivement, il y a quelque chose de profondément vrai dans cette problématique de départ et qu'elle est même soutenue par la parole biblique. Puis enfin, la troisième colonne, mais quelle est la limite de la manière dont va traiter le courant face à cette problématique ? Qu'est-ce qui fait qu'il manque quelque chose, qu'on n'arrive pas au bout ? Et enfin, quatrième colonne, quelle est la meilleure histoire que propose l'Évangile, toujours pour répondre à la problématique de départ avec cette affirmation par grâce commune ? Alors j'espère que vous avez noté les 4 colonnes, on pourra y revenir dans le temps de questions-réponses. Une chose une ligne qu'on peut commencer à remplir par rapport au féminisme, on a la problématique de départ qui est le sexisme, le combat entre les sexes, les problèmes dans les relations hommes-femmes. L'affirmation par grâce commune, effectivement, il y a, on ne peut pas le nier, des inégalités dans le traitement des femmes et des hommes. Ça se manifeste différemment dans différentes cultures au cours des âges, mais on n'a pas besoin de vivre bien longtemps sur cette terre pour voir qu'il y a des inégalités, des problèmes qui sont notamment matérialisés dans la différence entre les sexes. Mais quelles sont les limites dans la manière dont le féminisme va traiter cette question en particulier ? Eh bien, on l'a vu ce soir, alors c'est juste une partie de la question, mais un certain féminisme peut conduire, alors sous couvert de la protection des femmes, à la haine des hommes. Et donc, de fait, on part d'un problème qui est une inégalité relationnelle et ontologique dans notre humanité, mais on arrive à un autre problème. Et donc, les injustices sont perpétuées plutôt que les résorber, plutôt que de chercher à les solutionner. Alors là encore, je suis pas en train de dire toutes les féministes sont contre les hommes. Vous l'avez vu, il y a plusieurs branches et plusieurs manières de traiter le féminisme. Mais en tout cas, c'est une limite qui est nette. Quelle est la meilleure histoire que propose l'Évangile ? Il faut remonter pour ça au tout début de la Bible, en Genèse 3, on voit effectivement cette affirmation d'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais il y a une raison qui est donnée, et c'est pas le sexe, c'est le péché. Les inégalités entre les hommes et les femmes dans la pensée biblique sont une conséquence directe du péché, de la désobéissance avec Dieu et de cet éloignement qu'on a mis avec notre Créateur. Et donc, si le problème il est là et pas uniquement dans la sexuation, la solution est de commencer à revenir à Dieu pour nous laisser transformer par lui et donc d'espérer rétablir des relations plus justes entre les sexes.
On pourrait faire la même chose avec une deuxième ligne qu'on va rajouter dans notre tableau, dans notre grille apologétique. Quelle est la problématique de départ? Les différents types de féminisme. Oui, parce qu'on l'a vu ce soir, il y a au sein même du courant féminisme différents courants qui vont se causer parfois des guerres et qui vont rendre le débat encore plus difficile et parfois du coup freiner certaines solutions dans cette lutte contre d'un sexe envers l'autre. Quelle est l'affirmation par grâce commune? Eh bien oui, il y a une diversité des luttes féministes qui reflètent les multiples facettes des revendications. Un petit peu, si j'ose faire le parallèle, comme les différentes dénominations d'église qui reflètent d'une certaine manière la richesse de l'église avec un grand E de Dieu. Donc, ce qu'on peut voir comme des divisions, parfois c'est pas toujours quelque chose de mauvais, c'est aussi la multiplication et la réalité de la diversité. Donc, affirmation par grâce commune, cette diversité des luttes féministes, eh bien, elle indique voilà, qu'il y a un problème dans la relation avec les sexes, mais qu'on ne sait pas exactement toujours comment bien mener ce problème-là et où y trouver une solution. Les limites, bien, de nombreux féministes, de nombreux mouvements féministes sont en lutte interne les uns contre les autres. On l'a largement évoqué ce soir. Et le problème est donc celui d'un militantisme pour la protection de son identité, mais contre ceux qui ne partagent pas le même avis. Quelle est la meilleure histoire de l'Évangile là-dedans? Voilà quelque chose qu'on vous propose. Eh bien, la communauté que crée Jésus, elle est inclusive. Galates 3, 28, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni œuvre libre, ni homme, ni femme. Les différences-là sont presque plus importantes par rapport à la plus grande réalité qui est la communauté que crée Jésus-Christ. Et cette communauté-là a vocation à réunir malgré les différences, grâce aux différences mêmes. Est-ce que cet enseignement de l'Évangile ne serait pas aussi un enseignement pour le féminisme et pour nous tous, où que ce soit qu'on se situe dans le spectre du féminisme? Mais alors, on vous a présenté là une petite ébauche de cette grille apologétique. Et j'ai commencé à expliquer qu'effectivement, il y a des affirmations du ou des féminismes qu'on peut tout à fait soutenir avec une vision voilà, tout à fait traditionnelle, conservatrice, évangélique de la lecture biblique. Mais alors, est-ce que je suis en train de dire que la foi chrétienne soutient le féminisme et que Jésus même était féministe? C'est une question, je pense, valide, intéressante à poser. Et puis, quand on creuse un petit peu dans la Bible, on peut voir différents textes qui vont nous amener sur un bord ou un autre de la question. Revenons par exemple à ce texte de Paul qui dit que en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Là, ce que ce que Paul est en train de dire en soulignant la pensée de Jésus, c'est pas qu'il est en train de dire qu'il est un féministe de la 3e, voire 4e vague, parce que vraiment, il n'y a plus de différenciation entre les sexes. Non. Mais que malgré cette différenciation, il ne fait pas de différence dans son traitement avec nous. Il s'intéresse d'abord aux personnes, à leur histoire, parce que pour lui, les gens ne sont pas d'abord juifs ou païens, riches ou pauvres, hommes ou femmes, ils sont des êtres humains. Et toutes les différences qui viennent après et qui font leur unicité sont précieuses, mais ne vont pas les enfermer dans des catégories. Au contraire, Jésus, face à ces catégories, il vient pour les transcender et il a une attention particulière pour chacun. Et ça, on le voit dans tous les récits de rencontres dans les évangiles que Jésus a avec des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, des esclaves, des hommes libres, etc. On le voit aussi dans le fait qu'il a choisi les femmes comme premières témoins de la résurrection, à une époque où le témoignage d'une femme n'avait pas de valeur. Et donc, en réfléchissant à peut-être une lecture chrétienne du féminisme, ou en tout cas une proposition d'approche grâce à cette grille apologétique, je pense qu'on peut en retirer plusieurs principes qui, pour nous, peuvent nous aider à la fois dans notre vie chrétienne, mais aussi dans notre témoignage auprès de personnes
que ce soit des militants féministes ou des personnes avec lesquelles on va avoir des conversations sur ce sujet tellement brûlant dans notre société. Déjà, on apprend, ou on se rappelle, avec l'évangile à la clé, qu'on doit être capable de reconnaître avec les féministes et en tant que chrétiens que oui, il y a des problèmes entre les sexes. Ça s'appelle le péché dans une vision du monde biblique qui crée effectivement des problèmes dans les relations humaines et notamment les relations hommes-femmes, c'est dans Genèse 3. Deuxièmement, on doit aussi pouvoir être capable d'entendre les revendications des femmes, tout simplement en tant que revendication d'êtres humains. Et il faut prendre le temps de les écouter et, j'ose le dire, de faire l'effort de les comprendre comme Jésus le fait dans ses rencontres. C'est-à-dire pas en interposant et en interjectant tout de suite oui mais non, c'est pas forcément juste ce que tu dis parce que, etc., mais en prenant le temps d'écouter. Là encore, Jésus était le meilleur enseignant en termes d'apologétique. Très souvent, il prenait d'abord le temps d'écouter et d'accueillir la personne. Et enfin, troisièmement, parce qu'il ne s'agit pas juste d'écouter, mais vraiment de rentrer en dialogue, on doit pouvoir faire l'effort d'analyser notre culture et aussi d'y reconnaître les traces du christianisme, comme nous y encourage Tom Holland. Parce que ça nous permettra d'une part de mieux comprendre notre prochain et où il se situe, mais aussi de mieux saisir les questions qui le touchent et donc de pouvoir espérer le rejoindre avec l'Évangile selon ses aspirations profondes. Donc, en conclusion, ce qu'on a essayé de faire ce soir, dans ce qu'on admet tout à fait être un survol de la question, c'est de vous donner des clés, déjà pour mieux comprendre le ou les féminismes. On n'a jamais fini d'apprendre, tellement c'est vaste, mais aussi de voir comment l'apologétique culturelle nous aide dans notre foi, parce que ça nous aide justement à rentrer en dialogue avec un courant de pensée actuel et donc de la culture. Et donc, pour vous aider à vous souvenir de tout ça, parce que j'ai conscience qu'on a donné vraiment beaucoup de matière ce soir, l'équipe du podcast Sagesse et Morito, avec l'équipe de la plateforme toustémoins.com, on vous a concocté un cadeau sur mesure pour vous, une sorte de mémo PDF qui reprend les idées principales sur l'apologétique culturelle. Et donc, rendez-vous tout de suite après le webinaire. On a un lien tout spécial que Sephora pourra vous partager. On vous en dit plus dans un instant. En attendant, Sephora, je te laisse reprendre la parole pour conclure ce temps d'exposé. Très bien. Merci beaucoup pour toutes vos réflexions, vos connaissances. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et puis du coup, on se retrouve dans quelques mois, je pense, pour un prochain webinaire sur un autre courant. D'ici là, on reste en contact. N'hésitez pas à aussi aller voir les épisodes de Sagesse et Morito. Et puis, on vous envoie des petites notes par mail bientôt. Oui, c'est notre nouvelle saison 5 qui démarre ce week-end. Ah, nouvelle saison, c'est magnifique. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.